Séance de dialogue de gestion au titre du premier semestre de l'année 2022 avec les cadres du ministère de la décentralisation et de gouvernance locale. La substance est à suivre dans ce journal. Et puis vous suivrez également dans ce journal l'histoire de l'indépendance du Bénin qui est matérialisée par des réformes politico-administratives. Olive Biaou nous en dira tout. En interactualité, le président français Emmanuel Macron est arrivé lundi soir à Yaoundé pour sa première visite au Cameroun et en Afrique centrale avec pour objectif de relancer les relations politiques, économiques entre les deux pays en perte de vitesse. Voilà pour le sommet, le développement est à suivre absolument. Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Speedline Télévision. Le président français Emmanuel Macron a entamé depuis hier une tournée africaine. Il démarre donc par le Cameroun et sera au Bénin le mercredi prochain et à moins de 112 heures de l'étape de Cotonou. On sait un peu plus sur le programme du dirigeant français. Détail dans ce reportage signé Kenneth Egaoui. Selon les prévisions, l'avion d'Emmanuel Macron est attendu à Cotonou aux environs de 10h30 ce mercredi. Une fois sur le sol béninois, le cortège prendra la direction du palais de la Marina où le dirigeant français sera reçu par son homologue béninois. Sur place, il y aura un tête-à-tête d'environ 1 heure entre Patrice Talon et Emmanuel Macron. Juste après, les deux chefs d'État donneront un point de presse et répondront aux questions de journalistes nationaux et étrangers. Avant de quitter le palais présidentiel, Emmanuel Macron et sa délégation visiteront les objets royaux rapatriés l'an dernier et en exposition à la Marina. La deuxième étape du séjour du président français se déroulera au lycée Montaigne de Cotonou. Ici, Emmanuel Macron discutera de projets sportifs avec Oswald Omeki, le ministre béninois des Sports, Jean-Marc Adjovi-Bokor, ancien footballeur international béninois, et la basketteuse franco-béninoise Isabelle Yacoubou. Emmanuel Macron terminera la journée du mercredi à Semé City par une discussion avec des étudiants. Il passera la nuit au Bénin Novotel au Richard de Cotonou. Jeudi matin, la délégation française quittera Cotonou aux environs de 10h pour la Guinée-Bissau. Dernière étape de cette tournée africaine d'Emmanuel Macron. Visite d'Emmanuel Macron au Bénin, on en parle toujours, c'est l'événement diplomatique phare de cette semaine. Le dirigeant français sera à Cotonou du 27 au 28 juillet 2022 dans le cadre de sa première tournée africaine depuis sa réélection. Mais depuis que le Bénin a accédé à son indépendance, très peu de présidents français ont visité le pays, quand bien même Cotonou entretient de bonnes relations avec Paris. Avant Emmanuel Macron, quels sont les présidents français qui ont déjà effectué un déplacement officiel sur le Bénin? La réponse avec Kenneth Egaoui. En 62 ans de souveraineté internationale, seulement 3 présidents français en exercice ont foulé le sol béninois. François Mitterrand est le premier dirigeant de France à visiter le Bénin indépendant. C'était du 15 au 16 janvier 1983. François Mitterrand était venu s'adresser au président Mathieu Kérékou et à la Libye de Mouammar Kadhafi. Il met en garde la Libye contre toute nouvelle intervention dans le conflit tchadien. Cet avertissement est aussi adressé au Bénin qui a longtemps soutenu Tripoli dans cette affaire. 12 ans plus tard, son successeur Jacques Chirac sera le deuxième chef d'État français au Bénin du 2 au 4 septembre 1995. C'était dans le cadre du 6e sommet de la francophonie qui avait lieu cette année à Cotonou. Les fonds que nous destinons à l'action francophone ne seront pas amputés. Je m'y engage devant vous. Et ceci sans rien enlever. Et ceci, bien sûr, sans rien enlever à l'aide bilatérale ou multilatérale que la France accorde à ses partenaires les moins favorisés. Pendant son séjour, Chirac, l'ami de l'Afrique comme il se faisait appeler, a échangé avec le président Nicéphore Soglo et le secrétaire général de l'ONU, Boutros Ghali. Après cette visite, 18 années se sont écoulées avant qu'un troisième président de France ne décide de se rendre au Bénin. François Hollande avait séjourné à Cotonou les 1er et 2 juillet 2013. C'était sous le règne de Boni Yayi. Il était venu s'adresser aux députés de la 6e législature et profiter pour prononcer un discours sur l'état de la démocratie en Afrique. Je voulais aussi venir ici au Bénin parce que vous êtes une référence
sur le plan démocratique. Vous savez combien je suis attaché à ce qu'en Afrique, comme partout ailleurs, soient respectés les textes constitutionnels, les échéances électorales, les rythmes de la démocratie. Vous savez combien je plaide en ce sens, encore il y a quelques mois, lors du sommet de la francophonie. Et si je suis ici, c'est pour montrer qu'il y a des exemples à donner. Vous l'avez rappelé, la conférence nationale souveraine organisée en 1990 a permis au peuple béninois, aux partis qui le représentent, de faire évoluer la démocratie. Avec 3 alternances démocratiques en 25 ans. Avec une constitution qui a toujours été respectée. Avec des élections régulières. Autant de preuves que le Bénin a réussi, non pas sa transition, mais a réussi à donner à ses institutions une pleine traduction démocratique. Et aujourd'hui, si je m'adresse à vous, je le fais parce que vous êtes les représentants de la nation béninoise dans toute sa diversité, dans tout son pluralisme, et que vous avez, au-delà de vos différences, une concorde nationale qui vous permet d'être plus fort dans le concert des nations. La stabilité des institutions, c'est la stabilité du pays. Le respect de la Constitution, c'est le respect des citoyens. Et l'acceptation du verdict des urnes, c'est la preuve de la maturité de la part de ceux qui gouvernent. Et nous l'avons encore constaté au Burkina Faso. Nous en mesurons les conséquences au Burundi, aujourd'hui même. Quand ces règles-là ne sont plus respectées, ne sont plus partagées, alors il y a des risques et il y a des conséquences. Depuis lors, plus aucun chef d'État français n'a encore foulé le sol béninois, du moins pas avant Emmanuel Macron, qui sera le 4e. Et dans un autre registre à présent, les cadres du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale en séance de dialogue de gestion au titre du premier semestre de l'année 2022. La cérémonie présidée par le ministre Raphaël Akothéon a connu la présence des 12 préfets du Bénin et a pour but de passer en revue les différentes actions menées au cours de la période et de faire donc des propositions. Images et son. Bilan à mi-parcours pour les acteurs du secteur de la décentralisation au Bénin. Ils se retrouvent ici pour des réajustements en vue de projeter de nouvelles bases de coopération. Cet exercice permettra également de recueillir de nouvelles stratégies opérationnelles dans les interventions et de tracer des perspectives pour maximiser les résultats, assurer un meilleur impact sur les conditions de vie des populations. Au terme de cet échange, des mécanismes efficaces et efficients pour pérenniser et renouveler cet échange entre acteurs de développement des territoires pour le mieux-être des populations locales. Pour les principes fondamentaux de la gestion axée sur les résultats, les différents programmes budgétaires ont été passés au pays fin. Il a été confié au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale la conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la politique de l'État en matière de décentralisation, de gouvernance locale et de développement à la base. Pour mener à bien cette mission, nous nous sommes engagés à travers nos plans de travail annuels respectifs à mettre en œuvre plusieurs actions de réforme impliquant les secteurs au niveau local et déconcentré avec le concours des ministères sectoriels, des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Dans ce cadre, et en vertu des exigences de la loi organique numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances et des réformes qu'elle induit, de nouveaux acteurs de la chaîne de dépenses ont été institués. Il s'agit, entre autres, des responsables de programmes, d'actions et d'activités et de l'unité d'appui au programme, etc. Le responsable de programme ne pouvant administrer seul son programme, il doit s'appuyer sur les autres acteurs qui lui rendent compte. Face à ce nouveau contexte, ma responsabilité est d'orchestrer une symbiose entre tous les acteurs intervenant à l'intérieur de chaque programme
et entre les programmes pour l'amélioration de la qualité de nos services. Cependant, j'ai la ferme conviction qu'avec un peu de détermination, nous ferons de cette rencontre une parfaite réussite et en sortirons avec des recommandations dont la mise en œuvre permettra d'améliorer les réalisations du secteur à fin décembre 2022. Les différents points d'exécution des activités programmes du ministère, les éventuels écarts et contraintes ont été aussi évoqués pour un meilleur rendement. Ouvrons à présent la page consacrée à l'indépendance du Bénin. Le Bénin a, comme plusieurs autres pays africains, accédé à sa souveraineté nationale. L'indépendance du Bénin, matérialisée par des réformes politiques et administratives importantes, a été déterminante dans la vie politico-administrative et même économique du pays. Suivons ici, dans cet élément signé Olivier Biao, l'histoire de l'indépendance du Bénin, racontée par un témoin. Avant son accession à l'indépendance, le Bénin, ex-Dahomey, a connu de nombreuses périodes d'instabilité. Le pays a longtemps été dirigé par les colons et le peuple était victime d'esclavage. Après la naissance des partis politiques et la tenue de différentes élections permettant au peuple de participer à la vie politique de leur territoire, le tout premier président du Bénin a été élu. J'avais à peine 9-10 ans comme ça dans le temps, où j'allais, la capitale du Dahomey, c'était Porto Novo. Tous les royaumes, les rois, les Européens victimes de ce temps, c'était tout est à Porto Novo. On ne connaissait même pas Cotonou. Maintenant, les choses ont évolué d'une façon autre. Ils étaient trois à vouloir être président de la République. Il y avait Aroma Degbe, il y avait Maga, il y avait Apiti dans le temps. C'était des gouverneurs qui dirigeaient le pays. C'était des gouverneurs qui n'étaient pas Apiti, Surugame Apiti, Aroma Degbe et Maga n'étaient pas présidents dans le temps. Apiti est de Porto Novo. C'était un roi de Tomadi et d'Abomey. Donc, il cherchait à avoir le pouvoir. Mais le temps faisant, Maga a réussi à conquérir les autres pour accéder à l'indépendance. Dahoméens, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août 1960 en présence des représentants de la République française. Les souvenirs restent toujours présents dans la mémoire des personnes ayant vécu l'histoire. Il a dit, ce moment-là, j'étais très jeune. Il dit, nous, Hubert Koutokou Maga, président de la République, proclamons solennellement ce jour l'indépendance du Dahomey. Les gens ont applaudi. On descendait le drapeau français comme ça. On montait le drapeau béninois, le drapeau Dahomey dans le temps. Et c'est là que l'homme nouvel a commencé, enfant du Dahomey debout. Enfant du Dahomey debout. La liberté d'un Christ sonore chante au premier feu de l'aurore. C'est là où le Bénin a été, le Dahomey a été indépendant. C'est après 1972 que le Dahomey est devenu Bénin. La célébration de fête de la souveraineté nationale au Bénin se déroule tous les 1er août chaque année.
En effet, la fête nationale est toujours célébrée en grande pompe sur toute l'étendue du territoire national par le chef de l'État, les préfets, les maires des différentes communes. À l'occasion de cette journée festive, le pays assiste à un défilé militaire et civil devant les autorités et la population. Depuis 1960, Cotonou est la ville où la fête a été célébrée le plus, principalement à la place de l'Étoile Rouge. Le Bénin célèbre le 1er août prochain, 62e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et comme internationale. Des citoyens se souviennent encore du 1er août 1960 dans ce reportage de Romaric Dossa. C'est du haut de la terrasse du palais du gouvernement à Porte-Novo que le président Hubert Maga a proclamé l'indépendance du Dahomey. Le pays est heureux et fier d'être le premier à exercer pleinement sa souveraineté nationale et internationale. C'était pour lui un jour d'allégresse qui consacre l'union de tous les enfants du Dahomey pour la paix et la fraternité. Ce jour-là, c'est la fête. Bon, les parents ont préparé. Il y a des chansons un peu partout. Et puis, ce qui sortait des bouches, c'est Ablodé, Badja. Nous l'avons reçu, mi Ablodé, mi Vo, mi Djemidesi. Donc nous sommes maintenant nous-mêmes, nous sommes maintenant libres, indépendants. La célébration de la fête même, il n'y avait pas la télé, les images, tout cela, mais dans chaque localité, il y avait une manifestation, les élèves étaient sollicités et c'était vraiment une grande fête. En 1960, moi j'ai vu le drapeau français descendre. Je crois que c'était un gros monsieur qui avait descendu le drapeau français avec l'hymne français. J'avais 8 ans. Et les festivités qui m'ont marqué ce jour-là, c'est que il y avait un grand bambou qu'on a planté. Je crois ils ont passé du sol de gluant là-dessus. Et des jouets ont été placés en haut du bambou sur un cercle là. Et il fallait monter pour aller chercher ça. C'était le chef d'arrondissement à l'époque, un monsieur gros ventre là, qui était venu. On avait fait la fête. Les gens ont fait la fête. C'était bon, ça m'a marqué. Et après, il y avait les danses dans les villages, dans des coins, dans des petits coins. C'est ça qui m'a marqué ce temps-là. 62 ans après, peut-on toujours affirmer que le pays est pleinement indépendant vis-à-vis du colon? L'indépendance, c'est que nous-mêmes, nous devons maintenant assurer notre devenir. On n'arrive pas jusqu'à présent, puisque nous dépendons toujours de l'extérieur, de l'Occident, qui nous dicte les lois à suivre, qui nous donne maintenant les passages à emprunter. Là maintenant, ce n'est pas logique. C'est que si nous sommes indépendants, c'est que nous sommes libres. Si vous ne vous voyez pas indépendant, c'est vous qui perdez votre temps. Parce qu'aujourd'hui, sur la chaîne internationale, vous voyez comment se déroule aujourd'hui la puissance chinoise. Quand vous prenez les pays de l'Est, vous voyez comment ces États-là aujourd'hui se sont restructurés et chacun se réclame d'une certaine indépendance donnée. Et vous voyez ceux-là qui nous avaient colonisés hier aussi, les difficultés dans lesquelles ils sont. Donc, a priori, à chacun de nous organiser et de défendre notre pays. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte qu'on était liés par des accords qui fait que ces pays qu'on dit indépendants n'étaient pas indépendants. On avait les premiers dirigeants qui ont célébré ces indépendances-là ont signé des accords avec nos maîtres à l'époque. Et ces accords nous liaient. Et moi, aujourd'hui, je vais demander à tout ce monde-là de faire beaucoup attention. Quand on parle d'indépendance, il faut que nous comprenions en Afrique que l'indépendance dont on parle là, moi, je préfère qu'aujourd'hui, que les gens mettent un peu de côté l'indépendance politique et qu'on passe de l'indépendance économique. Il faut que ceux qui nous ont liés par des accords bizarres là, nous laissent tranquilles et en tout cas, nous laissent nos États se développer. Voilà ce que moi j'appelle l'indépendance. Pour connaître un véritable essor, ces sages exhortent tous les enfants du Bénin à une prise de conscience afin de mettre un terme à toutes les pratiques qui freinent son développement. Pour eux, l'indépendance de 1960
devrait permettre au pays de décider de son propre avenir en fonction de ses réalités. Hors du Bénin à présent, le président français Emmanuel Macron est arrivé lundi soir à Yaoundé pour sa première visite au Cameroun et en Afrique centrale avec pour objectif de relancer donc les relations politiques et économiques entre les deux pays en perte de vitesse. Le chef d'État a été accueilli vers 2h40 locales à l'aéroport par le Premier ministre camerounais avant une courte cérémonie protocolaire. Le président français Emmanuel Macron a été accueilli au Cameroun lundi soir, reçu à l'aéroport de Yaoundé par Joseph Dion Ngouté, Premier ministre du pays. Le chef d'État français débute ainsi sa tournée de 3 nations en Afrique de l'Ouest, la première depuis sa réélection. L'objectif de ce voyage est de redynamiser la relation entre la France et certains pays du continent. Le président camerounais Paul Biya s'entretiendra avec son homologue français mardi matin au palais présidentiel. Les deux dirigeants devraient discuter de la sécurité au Cameroun, qui est déchirée par des violences ethniques et une insurrection de séparatistes anglophones. Ces derniers luttent pour l'indépendance de 2 provinces anglophones depuis 2017. Le nord du pays a également connu des attaques des djihadistes de Boko Haram. Après un déjeuner avec M. Biya et son épouse Chantal, M. Macron rencontrera des représentants de la jeunesse et de la société civile. Il terminera la journée au village Noah, accueilli par l'ancien champion de tennis Yannick Noah, qui développe un centre de loisirs et d'éducation dans un quartier populaire de Yaoundé, où il réside une grande partie de l'année. Le président Emmanuel Macron se rendra ensuite au Bénin, puis en Guinée-Bissau. La commission électorale tunisienne a indiqué lundi que la participation au référendum constitutionnel du 25 juillet 2022 s'est établie au moins à 27,54% des 9,3 millions inscrits. Des résultats officiels sont entendus donc dans la journée de ce mardi. Images et sons. Quelques heures avant la tenue du référendum, des centaines de personnes ont manifesté pour la démocratie en Tunisie. Ils demandent la démission du président Kais Saied, qui s'est octroyé les pleins pouvoirs et dirige le pays seul depuis plusieurs mois. Lundi, la Tunisie est appelée à voter pour ou contre son projet de nouvelle constitution. Le message le plus important que nous voulons transmettre est que les manifestants pro-démocratie en Tunisie continuent de lutter contre le coup d'État et contre tous ceux qui veulent faire reculer la révolution et la démocratie. Nous manifestons aujourd'hui 24 heures avant le soi-disant référendum pour exprimer une position que nous avons annoncée il y a des mois, à savoir qu'elle n'est pas liée à un référendum, mais plutôt à faire allégeance à une personne nommée Kais Saied. S'il est adopté, le texte fera passer la Tunisie dans un régime présidentiel avec 2 assemblées au pouvoir réduit. Et le nouveau gouvernement n'aurait plus besoin de la confiance des chambres pour diriger. Je suis venue participer en tant que femme tunisienne et pour dire que nous adhérons à la Constitution de 2014 et que nous disons non au référendum, non à la Constitution d'un seul homme, non au rassemblement des pouvoirs entre les mains d'une seule personne, non à la destruction des institutions en Tunisie. Depuis la publication du projet de constitution le mois dernier, la société civile appelle au boycott du texte. Mais nombreux sont ceux qui redoutent son adoption malgré l'opposition. Et pour réduire l'inflation, le Zimbabwe lance la vente des pièces d'or provenant des mines locales. Le Zimbabwe connaît depuis plus d'une décennie l'une des plus fortes dépréciations de devises locales en Afrique, avec un taux atteignant même 191% fin juin 2022. Cette situation pousse les populations à rechercher le dollar américain dans les transactions. Reportage. Le Zimbabwe a mis en circulation ce lundi une pièce d'or pour tenter de stabiliser son économie et enrayer l'engouement pour le dollar américain, accusé d'affaiblir la monnaie locale. Baptisée Mosia Otunia en référence au spectaculaire chute Victoria, cette pièce d'or fait figure de valeur refuge.
La banque a mis aujourd'hui sur le marché le premier lot de 2000 pièces d'or, Moussia Otunia. Les agents locaux ont commencé à vendre la pièce d'or sur une base d'argent au prix initial de 1823,80 $ par pièce d'or. Elle sera convertible en espèces en dollars zimbabwéens ou américains. Selon la Banque centrale, ces pièces d'or devraient faire baisser le taux d'inflation qui atteint 191,60% en juin. Ce à quoi nous nous attendons, c'est une stabilisation du taux de change et donc par extension les effets de répercussion sur le système des prix. Et donc nous nous attendons à avoir une stabilité des prix dans l'économie. Pour certains économistes, la nouvelle pièce n'aura pas d'effet significatif pour la stabilisation de l'économie, car au Zimbabwe, les prix des biens et services est fixé en dollars américains depuis la très forte inflation de 2008. À Bangui, à présent, les habitants réparent les dégâts des inondations en fin de semaine. La capitale a fait face à de fortes pluies qui ont touché 18 quartiers. Une centaine de maisons a été donc détruite. Reportage. En Centrafrique, les habitants de la capitale se remettent des inondations survenues en fin de semaine. Les autorités n'ont pas encore évalué entièrement les dégâts, mais des pertes humaines et matérielles sont déjà à déplorer selon les habitants. 18 quartiers de Bangui ont été touchés et une centaine de maisons a été détruite. Depuis avant-hier soir et encore toute la journée d'hier, une forte pluie s'est abattue sur nous. Ça fait plus de 5 ans qu'on n'a pas eu ça. Ça a provoqué des inondations et on est sous l'eau. On a sorti toutes nos affaires pour essayer de réparer les dégâts. Dans le 5e arrondissement, des habitants affirment avoir vu 2 personnes en mototaxi se noyer. Mais aucune équipe de secouristes n'a encore été déployée sur la zone afin de rechercher de potentielles victimes et aider la population dans les décombres. Chaque fois que ça arrive, on a évidemment besoin de soutien parce qu'on ne peut rien faire seul. Il y a un dicton dans notre pays qui dit « malheur à l'homme seul ». Donc, compte tenu des efforts déployés par le gouvernement, il y a encore des dégâts. On demande aux autorités de faire un petit effort pour réparer tout cela afin que ça ne se reproduise pas. Depuis le début de l'année, Bangui refait son réseau routier et construit de nouvelles habitations. Mais ces travaux ont empiré les conséquences de la pluie, empêchant les eaux de s'écouler normalement. On parle à présent de la guerre en Ukraine, une contre-offensive mystère de Kiev en cours dans une région cruciale. L'armée ukrainienne a lancé une attaque dans la région de Kherson. On peine pour l'instant à mesurer l'ampleur. Seule certitude, le sort de la guerre se jouera dans cette région davantage que dans le Donbass. Reportage. Sur cette vidéo diffusée par la police ukrainienne, une école bombardée à Bakhmout, une ville de l'oblast de Donetsk. L'attaque a eu lieu dimanche matin et il n'y avait personne dans cet établissement, désormais en ruine. Selon la présidence ukrainienne, les bombardements continuent tout le long de la ligne de front dans la région de Donetsk. Si les Russes sont particulièrement actifs dans le district de Bakhmout, plusieurs villes, notamment Kramatorsk, subissent aussi d'intenses attaques. Bien qu'aucune offensive de grande envergure n'ait encore été lancée, des combats et des tirs d'obus sporadiques ont eu lieu dans diverses zones. Ces images publiées par le ministère russe de la Défense montrent le déploiement d'une partie du matériel militaire de l'armée du Kremlin déployé en Ukraine. Dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, une douzaine de roquettes se sont abattues sur la ville de Tchougouïv tôt lundi matin. Aucun bilan n'a pour l'heure été établi, mais les autorités locales craignent retrouver de nombreuses victimes sous les décombres. Toutes ces années, notre communauté et les habitants ont créé et construit des conditions de vie confortables. Et maintenant, l'ennemi détruit tout cela, tue des enfants, des résidents paisibles. C'est vraiment très difficile à décrire. Alors que dimanche, la guerre est entrée dans son 6e mois, Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine, est considérée comme l'une des prochaines cibles de Vladimir Poutine. Dans cette zone, les militaires ukrainiens sont en alerte permanente.
Et c'est tout pour cette session d'information sur Speedline Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez-nous fidèles et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube également, sur le www.speedlinetvbenin.com. Portez-vous bien et que Dieu nous garde.